Endeavour arriving. Le 24 avril 2021, à 13h45 heure de Paris, Megan, Shane, Aki et Thomas pénètrent à bord de la Station spatiale internationale. Ils font partie des plus de 260 personnes à avoir séjourné à bord de l'ISS, sur plus de 500 astronautes à avoir franchi la barrière mythique des 100 km d'altitude de l'espace depuis Yuri Gagarin en 1961 ou les hommes des missions Apollo. That's one small step for man, one giant leap for mankind. La sélection et l'entraînement font partie des plus difficiles au monde. Mais comment Thomas Pesquet a-t-il réussi le recrutement des nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne? En 2008, la curiosité et la soif d'aventure de Thomas l'ont poussé, sans trop y croire, à vouloir représenter l'Europe dans l'espace. La première phase de sélection consiste à envoyer un CV et une lettre de motivation pour permettre un premier tri des candidatures. Thomas fait partie des 8413 personnes sélectionnées. Ensuite, direction Hambourg pour des tests généraux, intellectuels ou encore de mémoire. Puis, à Cologne, il teste la psychologie, mais surtout la santé des candidats. Toutes les fonctions corporelles sont examinées. Une santé parfaite, ça n'existe pas. Néanmoins, on doit s'assurer que les astronautes sont en bonne condition physique pour éviter que leur séjour dans l'espace n'ait des effets indésirables à leur retour. À cette étape, il ne reste plus qu'une soixantaine de participants. Ils s'entretiennent individuellement avec des spécialistes, puis avec le chef du centre d'entraînement des astronautes et pour la poignée de candidats restants, avec le directeur général de l'Agence spatiale européenne, car c'est lui qui prend la décision finale. Un parcours d'environ une année pour évaluer les compétences et les qualités des futurs astronautes. On cherche des personnes qui ont un large socle de connaissances et un bon niveau dans un grand nombre de domaines. Pas forcément un excellent niveau, mais pas faible non plus. Il faut aussi qu'elles soient capables d'apprendre rapidement, car il y a beaucoup de nouvelles connaissances à acquérir dans le cadre de la formation. Thomas a donc passé tous ses tests techniques, scientifiques, physiques, psychologiques, médicaux, jusqu'au jour où le téléphone sonne. J'étais avec des amis, on allait dîner. Et donc je me suis isolé dans la pièce du haut et puis voilà quoi, je me suis assis, le coup de fil c'était est-ce que vous voulez toujours être astronaute? J'ai fait répondre non pour faire une blague, mais bon j'avoue que j'ai carrément pas osé. Et puis voilà, je dis oui. Et ils m'ont dit bon bah très bien, rendez-vous après-demain à 7h du matin, Agence spatiale européenne, ok merci. Et ils m'ont dit ça a pas l'air de vous faire plaisir parce que voilà, moi je suis pas hyper émotif, je manifeste pas énormément mes émotions comme ça. Et puis là en plus c'était un coup de fil quand même assez professionnel, je voulais pas il y a des gens qui ont explosé de joie, qui ont fait c'est génial là. Mais moi c'est pas mon genre en fait, donc j'ai dit bon merci très bien, après-demain à 7h à l'Agence spatiale européenne. Le gars m'a dit ça a pas l'air de vous faire plaisir. De la RH. Mais ça me faisait très plaisir. On est allé dîner avec mes amis. On a sorti une bouteille de champagne, évidemment. Et puis, très rapidement, en fait, ça s'est accéléré. Il a fallu travailler. Thomas fait enfin partie des 6 astronautes européens sélectionnés. Direction Cologne, au centre d'entraînement des astronautes européens, pour débuter l'entraînement de base qui dure environ 1 an, afin d'apprendre les mécanismes d'une mission spatiale. Après cette formation, ils sont certifiés par les partenaires internationaux de l'ESA, les Américains, les Russes, les Japonais et les Canadiens, pour être affectés à une mission spatiale. Commence alors l'attente de cette affectation, qui peut être plus ou moins longue. Lorsque ce moment arrive, ils suivent une formation spécifique à leur mission pendant 2 ans. Apprentissage opérationnel sur les machines et le matériel, suivi des programmes internationaux, maîtrise de l'anglais et du russe, connaissance de la médecine, tout en continuant un entraînement physique intense. Ce ne sont qu'une infime partie de ce qui les attend pour espérer s'envoler vers l'espace. Dans les différents centres à travers le monde, des répliques exactes de chaque module sont à leur disposition pour parfaire leurs connaissances. Chaque astronaute va se former plus ou moins spécifiquement sur les modules et la NASA fait en sorte qu'il y ait une homogénéité des connaissances au sein d'un équipage. La majeure partie du temps des astronautes à bord de la station est consacrée aux expériences. Donc,
Il faut se familiariser avec le programme scientifique qui les attend et tout le matériel mis à leur disposition pour réaliser les manipulations. Électroencéphalogramme, échographie, ultrasons ou encore caisson de confinement. Autant d'instruments et d'expériences qu'il faut manipuler pour en connaître le fonctionnement et l'utilité. Mais il existe un autre chapitre important de l'entraînement, c'est la psychologie. Une partie de notre programme d'entraînement s'intitule « Performance et comportement humain ». C'est là qu'on leur apprend à vivre en petits groupes, dans un espace confiné. On est allé se mettre dans des situations un peu, pas vraiment de survie, parce qu'on avait de la nourriture, mais dans la nature, en fait, en groupe restreint. Et puis voilà, on a un parcours à réaliser. Ensuite, on s'est mis en spéléologie, sous terre, pour se priver des références habituelles. Et pareil, dans le même esprit, on s'est mis sous l'eau, dans un petit module immergé sous l'eau à 25 mètres. Donc voilà, on essaie de trouver des choses qui ressemblent, et ça c'est vraiment pour développer un peu cette capacité à mener une expédition, à travailler en équipe dans des conditions quand même un peu compliquées. On n'est pas seul dans la station spatiale. On a des collègues de travail, donc il faut être très attentif à la manière dont on se comporte et à l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Pour sa deuxième mission, Thomas ne refera pas la totalité de l'entraînement. 18 mois lui seront nécessaires pour se remettre à niveau et explorer les nouveaux apprentissages. Et l'un d'entre eux est sans nul doute très utile, aller et revenir de l'ISS. Pour la mission Alpha, Thomas va découvrir une toute nouvelle capsule et va se rendre pour la première fois dans les locaux de SpaceX en Californie. Apparentés au métier de pilote, ils vont apprendre les systèmes, la propulsion, la navigation, l'énergie, les pannes. Tout cela en conditions réelles, dans des simulateurs. De la simple lumière qui s'éteint jusqu'au feu à bord de la capsule, en passant par le sauvetage perdu en plein milieu du Pacifique, tout est vu et préparé dans les moindres détails. Une formation incroyable qui les prépare à un métier difficile et dangereux, devenir astronaute. Il y a des gens qui veulent être astronautes ou qui pensent que c'est leur métier de rêve, mais je suis pas sûr qu'ils seraient heureux en fait dans ce métier-là, parce que au-delà des images d'Épinal, il faut accepter d'avoir une vie sociale quand même très spéciale. On perd un peu de vue ses amis, pour la famille c'est très dur, des choses comme ça. Les gens disent toujours oui, mais après de le vivre c'est autre chose. Parce que moi ça me dérange pas en fait d'aller 200 jours dans l'espace et puis et de bosser 15 heures par jour. En fait, j'aime plutôt bien ça, quoi. Ce travail et cette vie au-dessus de nos têtes, Thomas s'apprête à le revivre un petit peu moins de 4 ans après sa première mission nommée Proxima. Mais à l'heure de l'entraînement pour la mission Alpha, un invité surprise fait son apparition. La pandémie de Covid-19. Comme tout le monde, ils ont dû s'adapter en suivant les protocoles. Les astronautes s'entraînent dans tous les centres à travers le monde. Je vous laisse imaginer la situation. Les restrictions de voyage, les mesures que nous avons dû mettre en place pour garantir la sécurité de l'équipage et être sûr qu'ils ne tombent pas malades juste avant le lancement, le nombre de tests effectués par tous les membres du staff et les procédures de désinfection après chaque séance d'entraînement, c'était vraiment incroyable. Et aujourd'hui encore, je suis épaté que nous ayons réussi à former tous ces astronautes malgré les restrictions et que les missions à bord de la Station spatiale internationale aient pu être maintenues. Grâce à l'engagement de toutes les nations, la pandémie n'a pas réussi à entraver cette très belle coopération internationale. Au moment des départs dans l'espace, un protocole de confinement est toujours mis en place. Une routine en cette période de pandémie, mais toujours aussi difficile au moment de dire au revoir à ses proches. Quand tu pars, t'as un peu le cœur serré, c'est certain, mais quelque part c'est égoïste. Mais nous qui partons, t'as ta mission à réaliser, donc c'est quelque chose de plutôt positif, même si tu laisses derrière toi les gens que t'aimes. Mais les gens qui restent derrière, c'est plus dur pour eux, parce qu'on les abandonne en fait. C'est pas facile à vivre sur le long terme, bon, il faut le gérer, quoi. Un abandon difficile, qui s'ajoute à une autre préparation pour les astronautes et familles, celle de penser à la possibilité de ne jamais revenir. Le danger d'un tel voyage ressemble aux explorations les plus dangereuses de notre monde. Ces hommes sont prêts à tout pour y arriver.
en sachant même qu'un non-retour est possible. C'est vraiment important de faire en sorte que les choses soient en bon ordre pour ceux ou celles qui restent à terre. Et puis, une grosse angoisse des astronautes, tous, c'est que s'il se passe quelque chose pendant une mission de 200 jours à bord de la station, on ne peut pas descendre, aider. Nous, on est bloqués, on ne pourra rien faire. Et cette espèce d'impuissance à faire quoi que ce soit, elle est hyper difficile à vivre. Le pire scénario, c'est ça, c'est toi, tu pars dans l'espace, il se passe quelque chose de grave pour les gens que tu aimes le plus au monde, et tu es bloqué pendant 200 jours, tu ne peux pas revenir. Ça serait difficile, ouais. Avec ses proches, il parle et effectue les démarches nécessaires à cette éventualité. Papier, assurance, code, tout y passe. Et si jamais le pire devait arriver, une fois de plus, tout est prévu. On nous demande ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut pas savoir, comment on veut le savoir, quand on veut le savoir. On choisit même la personne qui... en général, on choisit quelqu'un de proche dans l'organisation ou des collègues astronautes. On dit, moi, s'il y a des mauvaises nouvelles, je voudrais que ce soit plutôt cette personne-là qui me les annonce. Ce qui est peut-être pas génial, parce qu'après, cette personne-là nous contacte juste pour dire bonjour. Il y a quand même un petit stress, mais non, c'est arrivé. Il y a des astronautes qui ont perdu leur mère, qui étaient assez âgés, mais voilà, c'est pas des super moments pendant une mission. On prie tous pour que ça arrive pas, on croise les doigts très très fort.